C'est assez particulier parce que j'étais un adolescent un peu turbulent. La recherche d'un sens à trouver dans ma vie et je l'ai trouvé dans le combat pour l'indépendance, tout simplement. Déjà, on a gagné en 95, d'accord? Moi, je pense qu'il faut arrêter de dire qu'on a perdu. C'est peut-être que ça prendrait un Jean Chrétien dans le camp du oui. Mhm. Parce que Québec solidaire n'est pas un parti de gauche comme moi, j'ai découvert la gauche. Donc, moi, j'accepte qu'on me dise de droite. Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste avec Florence, Marc-Antoine et David. Alors, bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Génération Oui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode très spécial. On va parler d'indépendance, on va parler de culture, d'identité, d'immigration, de citoyenneté. Bref, il y a une panoplie de sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Et on est avec Rémi Villemur. Bonjour, ça va bien? Bonjour, messieurs, ça va bien, merci. Très content de te recevoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Juste avant, permettez-moi, si je me tourne vers David, de remercier notre commanditaire. Ben oui, donc on remercie énormément Yves Perron, député du Bloc québécois pour Berthier-Masquinongé, toujours les députés du Bloc québécois qui répondent pour soutenir la mission pédagogique de Génération Oui de parler d'indépendance. C'est grâce à Monsieur Perron donc qu'on peut réaliser cet épisode aujourd'hui. Et donc, on tient particulièrement à le remercier pour son soutien envers justement la mission de Génération Oui. Vous pouvez suivre d'ailleurs ses activités parlementaires, extra-parlementaires. Ça va être en description, son site Internet et les liens donc, pour ses réseaux et ce qu'il fait pour défendre les gens justement de Berthier-Masquinongé. Donc, merci encore à M. Perron pour ce soutien. Oui, on le remercie. Moi, je suis un gars de la Mauricie, donc permettez-moi de le saluer parce que c'est ça, comme vous le savez, je viens de Shawinigan. C'est pas tout à fait ma circonscription, mais je vois tout le travail qu'il fait sur le terrain, ce qu'il fait à la Chambre des communes pour défendre les gens de Berthier-Masquinongé, défendre les gens du Québec. Donc, on le remercie de nous soutenir pour parler d'indépendance. Permettez-moi également de vous inciter, de vous inviter à vous abonner à Génération Oui sur toutes nos plateformes. Ça nous permet d'agrandir le camp du oui. Ça fait vraiment une grande différence. Donc, si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous. Et finalement, je remercie également la boutique 50% plus 1 pour leur soutien également. C'est une boutique indépendantiste, vous la connaissez. Le lien vers la boutique sera dans la description. Donc, Rémi Villemur, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Donc, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, veux-tu te présenter? Ben, je suis chroniqueur au 99.5, qui est le nouveau nom de Cube. Fait qu'on peut dire Cube, on peut dire 99.5. Moi, je dis 99.5 parce qu'on peut nous écouter maintenant sur le FM. Sinon, étudiant en doctorat en sociologie également. Un indépendantiste, quelqu'un qui consacre sa vie à cette cause-là. Par le moyen qui m'est pour le moment décerné, j'essaie de prendre la voie où je suis le meilleur pour aller dans le même sens que vous, les gars, je pense. Oui, absolument. Ouais. Puis justement, je vois ton chandail Hochelaga, très beau chandail, je te l'ai dit quand tu es arrivé. Est-ce que tu viens d'Hochelaga? Non, moi je viens de Notre-Dame-de-Grâce, donc à l'ouest complètement de la ville de Montréal, mais j'habite maintenant dans l'est complètement, puis c'est un quartier qui m'a adopté, quartier francophone, ouvrier, où il y a toutes sortes de choses qui se passent. C'est comme un spectacle à tous les jours dans Hochelaga, à Maisonneuve. Là. J'invite les gens à passer. Ça prend les nerfs solides, par contre, parce que c'est un quartier un peu dur, mais j'aime beaucoup, beaucoup ce quartier-là. Donc, quand je peux afficher mes couleurs, je le fais. Absolument. Puis, historiquement, on voyait beaucoup de disparités entre l'est de la ville de Montréal et l'ouest de la ville de Montréal. Est-ce que tu les vois, toi, qui habites aujourd'hui dans Hochelaga? Est-ce que tu vois ces disparités-là encore aujourd'hui? Sur le plan économique, c'est évident. Là, ça a toujours été plus pauvre dans l'Est. Et d'ailleurs, si on va plus dans l'Est que dans Hochelaga, là, c'est vraiment quelque chose. Il y a des raffineries, il y a à peu près rien. Je sais que Paul Saint-Pierre Plamondon est député dans cette région-là, puis il est toujours en train de demander qu'on développe ce coin-là de la ville parce qu'il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Puis c'est aussi encore, si tu parles de disparité, c'est encore assez frappant de constater à quel point c'est francophone dans l'Est et anglophone dans l'Ouest, quoique Hochelag s'anglicise aussi. Ça ne fait pas exception à d'autres quartiers qui étaient dans le sud, des quartiers ouvriers comme Verdun, Saint-Henri également. Donc ça, c'est peut-être en train de disparaître également. Le phénomène d'anglicisation frappe tout Montréal d'un coup. Là. Absolument. On y reviendra, mais toi, comment tu es devenu indépendantiste? Alors moi, c'est assez particulier parce que j'étais un adolescent un peu turbulent.
En fait, il y avait quelque chose en moi qui gigotait, qui me rongeait. Je ne savais pas c'était quoi exactement. Puis quand j'ai commencé mon cégep, moi j'ai eu la chance de commencer mon cégep 1 an avant le printemps érable. Donc on est en 2011. Mon père, qui habitait à Québec, a dit à ma mère, écoute, débarrasse-toi-en, je vais le prendre pendant 2 ans. Puis je suis allé m'installer à Québec. Moi, je suis un gars de Montréal. Donc j'arrive à Québec, puis je suis toujours l'adolescent turbulent à l'époque. Et là, mon père, il voyage beaucoup pour le boulot. Donc, je me ramasse souvent tout seul dans l'appartement. Et mon père a plein de livres, mais vraiment énormément de livres. Donc, moi, je connais personne là-bas. Je cherche des réponses. Donc, je décide de les trouver dans les livres. Et un jour, je tombe, je me rappelle, c'est un vendredi, il mouille, on est à l'automne 2011, et je tombe sur un livre de Falardeau, Pierre Falardeau. C'était « Rien n'est plus précieux que la liberté et l'indépendance », qui était une phrase qu'il avait empruntée à Ho Chi Minh pour titrer un livre de texte. Et là, je suis plongé là-dedans, puis j'ai réalisé que ce qui m'animait, ce qui me rongeait, c'était la recherche d'un sens à trouver dans ma vie. Et je l'ai trouvé dans le combat pour l'indépendance, tout simplement. Fascinant. Ouais. Puis c'est quoi justement, par exemple, le fait qui n'est pas intéressant dans le fait que le Québec soit dans une fédération canadienne? Qu'est-ce qui n'est pas justement intéressant dans cette réalité-là? Ben, ça ne fonctionne pas. Donc, déjà, ça, c'est quand même pas un petit détail. Ça ne fonctionne pas. Puis le fait que ça ne fonctionne pas et qu'on se donne toujours une autre chance que ça fonctionne, ben, ça génère de la frustration. Hein, les humains sont capables de vivre la frustration, mais les peuples aussi. Faut le savoir, hein, la sociologie, c'est l'étude des peuples. Puis les peuples ont des comportements qui ressemblent parfois à ceux des humains. Donc, c'est comme un couple qui ne fonctionne pas, qui n'a jamais fonctionné, en fait. Un couple un peu forcé, hein, c'est un peu un mariage forcé, hein, rien à voir avec ce qui se passe dans d'autres pays sur la Terre, mais quand même, hein, c'est pas aussi clair que ça en a l'air, là, toute cette histoire en 1877, les pères de la Confédération, le peuple n'a pas voté pour ça. Et on est dans cette machine-là qui ne fonctionne pas. Et on se donne des chances, ça ne fonctionne pas, et on avance, et on avance. Et il y a des gens sensibles à l'histoire qui, depuis des années, se disent « Mais tabarnouche, il existe peut-être une autre façon de faire les choses, un autre chemin, une autre voie. » Et cette voie-là, c'est celle de l'indépendance, tout simplement. Puis qu'est-ce qui explique ça? Parce que tu le dis, ça résonne en moi, ça résonne en David, ça résonne en dans le dos, probablement notre technicien, directeur général également. Mais bref, tu sais, ça résonne pour plusieurs Québécois, mais force est de constater qu'on est encore dans le Canada. Qu'est-ce qui explique ça, selon toi, qu'on est encore, malgré tout ce que tu nommes, qu'il n'y ait pas une prise de conscience collective qui fait en sorte que, hey, on entend parler souvent là, que le Canada, ça ne fonctionne pas? Bien, moi, j'invite depuis quelques mois déjà là, à la radio les gens à refaire le récit parce qu'il y a quelque chose qui, je trouve, dans le récit des événements, là, tel qu'on l'a admis et accepté, tel qu'on le partage, qui ne fonctionne pas. Déjà, on a gagné en 95, d'accord? Moi, je pense qu'il faut arrêter de dire qu'on a perdu parce que le non a triché. OK? On a des preuves. On en a déjà. Hein? Quand on dit, par exemple, le DGEQ ne veut pas collaborer, on parle de preuves supplémentaires qui pourraient s'ajouter à un arsenal de preuves qui existe déjà. On pourrait en parler si vous voulez, là. Mais on a gagné. Donc, à partir du moment qu'on l'accepte, qu'on a gagné, mais soudainement, on ne se pose plus les mêmes questions. Hein? Parce que ta question, c'est comment ça se fait qu'on ne passe pas à l'action? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne sont pas indépendantistes? Mais on a gagné. Donc, mais pourquoi on a accepté de perdre, en fait, en 95. Pourquoi au lendemain, ça c'est la vraie question, pourquoi au lendemain de l'indépendance, hein, si vous regardez, il y a quelques années, il y avait sur YouTube l'intégrale du téléjournal du 31 octobre 95, on était au lendemain. Puis je pense que c'est comme dans une espèce de plateau comme Salut Bonjour, on voit le pont en arrière avec des voitures et tout est tranquille. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de vitre qui a été pété, il n'y a personne qui a enlevé personne. Tout le monde est rentré travailler. C'est l'Halloween. Ils reçoivent une nutritionniste sur le plateau qui dit tantôt, on va parler des bonbons. Je dis, mais dans quelle société normale on ne se pose pas des questions comme ça alors que notre chef d'État, qui s'apprête à démissionner, l'a dit. Pourquoi on a perdu? Il dit, il y a eu de la fraude. Il l'a dit. Et on ne l'a pas écouté. Pourquoi? Bien, ça, c'est là que l'histoire devient intéressante. On a été conquis en 1759 et c'est un traumatisme. Ça a fait en sorte que ça nous a brisé, ça a brisé notre psyché. Il y a un historien qui s'appelle Michel Brunet qui a écrit là-dessus. Il dit, au lendemain de la conquête, on n'est plus les mêmes. Ça nous a changé complètement. Et ça s'inscrit dans le temps long. C'est-à-dire que 200 ans plus tard, on le vit encore, ça. Donc, à l'entour de la montée du mouvement souverainiste, les Québécois sont volontaires, mais ils sont hésitants. Ils font la révolution tranquille.
Moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui était issu de l'immigration qui me dit vous êtes incroyable, vous avez fait la Révolution tranquille. Lui était admiratif parce qu'il venait d'un pays où ça se tuait encore à ce jour. Mais je ne sais pas s'il y a quelque chose de si admiratif là-dedans, dans le fait de ne pas compléter les choses. Mais ça se comprend. Ça se comprend, tout simplement. C'est-tu un peu un appel que le mouvement indépendantiste est toujours un peu lié au défaitisme? On se regarde un peu toujours comme étant défait, puis là, c'est de se dire, OK, ben là, comme tu disais avec le 95, on l'a gagné, on est des gagnants. Puis d'aller un peu dans un optimisme beaucoup plus marqué, dans un changement de narratif. C'est-tu un peu dans cette vision-là que tu t'appelles un peu à... Ben, c'est qu'on on veut l'indépendance. En tout cas, en 95, on est une majorité à la vouloir. Et d'ailleurs, on peut encore aller chercher une majorité, il faut juste en parler. C'est pour ça que votre initiative est merveilleuse. Mais on se dit déjà d'avance qu'il y a des choses qu'on n'est pas prêt à faire. Hein? Par exemple, je parle avec des indépendantistes, que ce soit au PQ ou dans le milieu des médias ces temps-ci, puis je leur dis, vous savez qu'au 3e référendum, ils vont encore tricher. Hein? Et là, on me dit, oui, mais écoute, il faut juste aller chercher plus de gens. Puis je dis, non, mais ils vont tricher. Est-ce qu'on le sait, ça? Si on l'accepte, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on joue les règles d'un jeu auquel joue de façon différente notre adversaire? C'est une vraie question. Je ne suis pas en train de dire fraudon, je ne suis pas en train d'en faire un appel à ça. Je suis en train de dire c'est ça qui va se produire. Mais ça, dans n'importe quelle autre société, on le sait, on l'accepte, on connaît, hein, on sait c'est quoi le coût de briser un pays. Pensez-vous vraiment qu'ils vont accepter qu'on brise un pays comme ça, là, hein? De même, parce que 51% de la population a dit oui. Franchement. Il faut étudier un peu l'émancipation des peuples, ce qui s'est passé dans les années 60, et bien avant ça, depuis que le monde est monde. Hein? On ne brise pas un pays comme ça. Hein? Il faut être prêt à jouer, puis il faut être prêt à, des fois, à saigner, à suer, à aller au front, et à crier, et à convaincre des gens, et à être un petit peu malhonnête. Ben, si notre adversaire joue de cette façon-là, je ne vois pas comment on peut gagner en la jouant propre, sérieusement. Considérant justement qu'on a joué propre les 2 dernières fois, considérant qu'ils n'ont pas joué propre, ils ont fait de la fraude, tout ça c'est documenté. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire comme mouvement, sachant cela? Parce que c'est une bonne piste de réflexion que tu nous lances. Mais... Moi, j'ai des idées, les garçons, mais c'est sûr que je garde ça pour les autorités compétentes. J'opterais quand même sur ce qu'on peut faire en ce moment d'ici là. Ce qu'on peut faire, c'est évidemment aller chercher plus de gens. En 95, Parizeau l'a dit, hein, le soir du référendum, c'était malhabile, mais il a dit on a été 60% à voter oui. Ce qui voulait dire, c'est que les Québécois d'ascendance canadienne-française s'étaient rendus aux urnes et avaient voté oui à raison de 60%. Si un référendum au début du mandat du PQ, là, donc on parle de 2027-2028, on est donc dans à peu près 4-5 ans, 3-4 ans plutôt, c'est pas 60% que ça va prendre. Là, okay? Si on prend par exemple les Canadiens français, ça va prendre 70 à 75% des gens. Ça, est-ce que c'est faisable? Je le pense. Je le pense sincèrement. Mais il faut orienter le discours de façon à convaincre ces gens-là. Hein? Malheureusement, c'est peut-être pas en leur parlant d'environnement. Je pense que c'est un enjeu intéressant, important, capital, mais je pense pas que les gens votent oui pour l'environnement. Je pense pas qu'ils votent oui non plus pour l'énergie verte, pour, je sais pas moi, plus de cliniques d'avortement. C'est pas ce qui fait vibrer un peuple. Franchement, je pense pas. Ça ne nous empêche pas d'en parler. Mais il faut orienter la discussion là où on peut retrouver quelque chose qui fait vibrer un peuple. Je répète, concernant les idées de cross, écoute, lisons des livres d'histoire. Il y a des trucs, c'est-à-dire que, déjà juste dans le discours, étudions par exemple toute l'œuvre de Jean Chrétien. Oui, j'ai bien dit l'œuvre de Jean Chrétien. Jean Chrétien, c'est quelqu'un dont on peut rire, hein, sincèrement. Il y a quand même pas mal de comiques en lui. Mais c'est quelqu'un qui était capable de parler aux gens, de leur faire peur, de les faire vibrer d'une certaine façon. C'est peut-être que ça prendrait un Jean Chrétien dans le camp du oui. Mm-hmm. Même si on a l'impression qu'on est au-dessus de ça, hein, que c'est pas suffisamment raffiné, ben, ils ont gagné comme ça. Hein? Donc, étudions quand même le programme du non. Puis il y a des choses intéressantes là-dedans, dans la façon qu'ils ont déployé ça. Moi, je veux gagner. Moi, c'est ça que j'ai. Moi, je veux gagner dans la vie, perdre, j'en ai horreur. Et perdre comme société, comme peuple, c'est encore plus humiliant. Là, tu viens de confirmer pourquoi on t'a invité. On a l'habitude, justement, de parler d'environnement, de justice, de féminisme, même récemment, de causes autochtones. Tu tiens un discours qui est un petit peu plus à droite de cela. Est-ce que où te situes sur le spectre gauche-droite? Est-ce que tu es plutôt à droite, à gauche, au centre? Non, je ne suis pas au centre, hein, ça c'est sûr. Moi, j'ai découvert la politique, là, pas juste la question nationale, mais la politique aux alentours là, de ces années-là, 2011-2012, en entrant par la gauche.
Vraiment. Donc, moi, je lisais les auteurs de la négritude, de la décolonisation. Je lisais Chartrand, Gilles Proulx, Pierre Falardeau. Bon, Falardeau, c'était pas un homme de droite, là. Aujourd'hui, par exemple, je me demande où on le classerait. Sincèrement, je me demande vraiment où on le classerait. Parce qu'il y a eu un grand mouvement. Un mouvement tellement fort au niveau de l'axe gauche-droite que, honnêtement, aujourd'hui, moi, je veux bien répondre à la question, mais je trouve que c'est un peu inintéressant, en fait, finalement, de se poser ces questions-là. Comment les gens se définissent vraiment au Québec? Est-ce que c'est en se disant de gauche ou en se disant de droite, ou c'est pas en se disant souverainiste ou en se disant fédéraliste ou nationaliste ou progressiste? Hein? Il y a le mot « woke » là, qui a été intégré dans le jargon aussi depuis quelques années. Moi, je pense qu'on est passé à autre chose. D'autant plus que la gauche, historiquement, la gauche, elle est syndicale, elle est ouvrière. À part Hochelaga Maisonneuve là, et Saint-Henri, qui n'est plus le quartier ouvrier qu'il était, où est-ce que la gauche, où est-ce que Québec solidaire gagne des sièges? Bon, on pourrait me parler évidemment de Verdun, Limoilou, mais pourquoi Québec solidaire ne rentre pas à Trois-Rivières, dans des villes comme à Shawinigan, des villes ouvrières? Là, hein? Tu viens de Shawinigan. Mon père est député de Trois-Rivières pour le Bloc. J'habite dans la région depuis 20 ans. Allez vous promener à Trois-Rivières. Il y en a des ouvriers, là. À Latuc, en Gaspésie, là où les gens sont pauvres. Pourquoi Québec solidaire ne rentre pas là-dedans? Parce que Québec solidaire n'est pas un parti de gauche comme moi, j'ai découvert la gauche. Donc, moi, j'accepte qu'on me dise de droite. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Je sais que pour certains, c'est insultant. C'est sûr que pour certains aussi, c'est plate de se faire définir par quelqu'un d'autre que par soi-même. Hein. C'est le fun de se définir soi-même, de pouvoir dire « moi, je suis de gauche » et y tenir, mais j'y tiens pas tant que ça. Franchement, là, de droite, de gauche, je suis un indépendantiste, moi. J'avance par là. Puis ça reste quand même que l'axe gauche-droite a une certaine prépondérance, tu sais, quand au niveau des partis politiques, puis aussi au niveau du mouvement indépendantiste. Il y a surtout des mouvements, je veux dire, Parti québécois, Québec solidaire. Il n'y a pas vraiment un parti qui est résolument de droite au Québec qui s'assume puis qui dit également indépendantiste. Est-ce que justement ça reviendrait redynamiser d'en avoir justement un parti un peu plus à la fois de droite et indépendantiste? Oui, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de parti indépendantiste de droite, en tout cas qui s'admet tel quel, j'allais dire, parce que là, je pensais que tu me disais qu'il n'y avait pas de parti de droite, il y a quand même le Parti conservateur, mais qui est résolument ils sont plus autonomistes. Ils sont pas indépendantistes, tu as tout à fait raison. Je ne pense pas que ce soit si important que ça. De toute façon, le PQ a toujours été une coalition. Hein, donc, c'est un ralliement entre deux forces, une force de gauche et une force de droite. Aussi longtemps que le PQ en donne à gauche, en donne à droite, je pense qu'ils ont la recette pour l'emporter. C'est un peu ce qu'avait promis de faire François Legault également. Je vous rappelle quand même que François Legault se disait de centre-gauche. Quand il a fait naître son parti au début des années 2010. Il n'y a personne qui ne l'a jamais cru, là, c'est évident. Là. Bon, mais je ne sais pas, moi, jusqu'à quel point il y a des gens de droite qui se disent « Ah, moi, je ne peux pas être indépendantiste, il n'y a pas un parti de droite indépendantiste au Québec. » Je ne pense pas que ça fonctionne exactement comme ça. Puis je ne suis pas sûr à 100% que les gens se disent de gauche et de droite aujourd'hui. Je pense que ça vieillit tranquillement. C'est pas totalement disparu, mais ça s'effrite, là. Il y a quand même plusieurs gens de droite qui disent nous, on va voter non parce que le projet d'indépendance ne s'adresse pas à nous, ça s'adresse juste à la gauche. À preuve, si le PQ prend le pouvoir, il va faire un référendum, puis Québec solidaire, Ruba Gazal, Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé seront dans le camp du oui, puis nous, ça nous parle pas. On est des pirates, on aime du M, puis c'est le camp du non. Qu'est-ce que pirates? Ouais, ça, c'est le monde de Québec, là, le monde de Jeff Fillion. Ils sont un peu partout. Un peu partout. Bon, ces gens-là, souvent, se disent de droite seulement sur la question économique. Là. On remarquera là, sur la question, par exemple, identitaire, ils sont plus proches de la gauche parce qu'ils veulent plus d'immigration, parce que ça sert les intérêts du patronat. Donc, tu sais, c'est pour ça que je dis que c'est complètement disjoncté, pété, la question de la gauche et de la droite. Sur la question économique, c'est évident. C'est évident, tu as tellement raison. Peut-être que dans la proposition souverainiste en ce moment, on est trop collé au projet social-démocrate. Qui est né dans les années 60 avec René Lévesque, l'inspiration du RIN, tous les libéraux qui sont passés aussi du mouvement de Jean Lesage vers le mouvement souverainiste. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose qui manque dans la proposition. Peut-être que ça se règle par contre aussi. C'est-à-dire que les gens de droite, sur le plan économique, c'est des gens qui aiment l'esprit d'entreprise, qui aiment les grands projets, qui aiment toute l'idée d'innover. Mais à ce moment-là, il n'y a rien de plus intéressant qu'un projet comme celui de l'indépendance pour explorer tout ça. Hein? Sur la question économique, on est bloqué. Là, hein? On ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas développer notre économie. Puis, j'avais écouté une conférence à un moment donné de M. Marceau, l'ancien ministre des Finances du gouvernement marois, qui disait
on fait peu la différence au Québec entre les finances et l'économie. On pense que c'est la même affaire. Mais la vérité, c'est que et nos finances et notre économie sont en partie contrôlées par le gouvernement fédéral, qui n'a pas les mêmes intérêts que nous. Franchement, il y a pas, c'est pas la, tu dois gouverner pour l'Ouest, tu dois gouverner pour le Nord, tu dois gouverner pour le bouclier canadien. Bon, c'est pas la même chose. Tu peux pas. Mais ça prendrait une occasion, une opportunité d'ouvrir de grands chantiers pour satisfaire probablement la droite qui a l'impression qu'on est un petit peu dans le confort en ce moment, qu'on se laisse aller, qu'on laisse le gouvernement faire tout, qu'on ne laisse pas de place au privé. C'est effectivement un chantier qui s'ouvre devant nous, ça. Puis il faut aller chercher ces gens-là. Tu as totalement raison, là, parce que le projet nationaliste, dans les années 80, dans les années 70 aussi, dans les années 60 aussi, mais de la façon qu'il a culminé vers le référendum de 80 et vers le référendum de 95, quoique c'était un peu moins le cas, donnait l'impression d'être une voie d'expression seulement pour les gens de gauche. C'est un sentiment qui est exact. Sauf que quand tu avais Jacques Parizeau, qui était quand même diplômé de la London School of Economics, un gars qui venait des compagnies d'assurance, un gars qui avait une fortune, des indépendants de fortune, bien, ça venait un petit peu rassurer tout le monde. Hein? Donc, ça va prendre une équipe économique forte. Hein? Le Parti québécois, quand ils vont constituer leur cabinet ministériel avant un référendum, ça va leur prendre du monde comme ça, du monde issu du milieu des affaires, du monde qui ont aussi un tas d'opinions qui peuvent diverger sur la question économique aussi. Il faut donner l'impression au PQ, pas juste l'impression, il faut donner la certitude aux gens qu'il y a de la place pour la gauche puis la droite. Puis ça, tu ne le fais pas autrement qu'en rassemblant des gens qui ne pensent pas exactement de la même façon. Il y a quand même un peu le fait qu'il y a le discours un peu autonomiste défendu par Éric Duhaime qui vient un peu chercher, c'est-à-dire un Québec qui est fort dans la Fédération canadienne, mais qui est quand même en même temps un peu indépendant, bref, qui se présente comme étant meilleur que le souverainisme puis le fédéralisme. Puis on dirait que ça vient un peu plus chercher ces personnes-là qui... Je ne suis pas convaincu, moi, là. Non? Non. Écoute, il y a toujours une grosse différence entre ce que Éric Duhaime pourrait devenir et ce qu'Éric Duhaime devient. On l'a vu aux dernières élections. Là. Il n'est pas passé proche d'aller chercher un grand nombre de comtés. C'est plutôt le contraire. Là. Ça a été plutôt humiliant comme défaite. Quoique, parce que il va nous dire qu'il est allé chercher beaucoup de voix, mais le système est fait de façon à ce qu'il ne pouvait pas aller chercher plus de voix que ça. Non, je ne pense pas que ça convainc beaucoup de gens, en fait, ce discours-là. Quand on parle d'autonomie, d'autonomisme, de faire fonctionner le Québec à l'intérieur du Canada, moi, je m'endors. Là. Puis c'est pas juste parce que je vais être méchant, là, c'est-à-dire que ça n'a jamais fonctionné. Tu sais, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Il faut passer à autre chose. Ou alors, petit conseil, utiliser des mots différents, là, parce que l'autonomisme et Québec fort dans un Canada fort, là, c'est vieux comme le monde. Puis ça n'a jamais fonctionné. Absolument. Tu parlais de la grande coalition, pour le oui, au sein même du Parti québécois. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'en ce moment, le Parti québécois, dirigé par Paul Saint-Pierre Plamondon, réussit cette coalition-là? Ben là, c'est difficile à dire, là, parce qu'ils sont 3 députés. Je pense que la question qui doit nous préoccuper en ce moment, c'est plutôt la coalition éventuelle entre la gauche à Québec solidaire et la centre-gauche avec le PQ, avec des députés qui s'ajouteraient, qui seraient plus de droite également, que ce soit sur la question économique ou identitaire. Ça, c'est une question qui est préoccupante. En ce moment, Paul Saint-Pierre Plamondon, il surfe sur un élan de popularité qu'il mérite parce qu'il a travaillé fort puis il a été courageux de mener des combats alors que tout le monde disait « va pas là ». Puis il y est allé. Mais c'est difficile à dire là, s'il est à la tête d'une coalition ou s'il est en train de bien diriger ça. Là. Sur le discours, est-ce que tu trouves qu'il arrive à parler autant à la droite qu'à la gauche? Alors ça, c'est intéressant parce que sur la question économique, parce que là, on parle de droite économique, c'est peut-être ce qui manque, effectivement. Mais être de droite aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on me classe à droite, c'est pas forcément avoir des idées libertariennes ou de vouloir désinvestir l'État de certaines fonctions. C'est, par exemple, sur la question identitaire. Et sur cette question-là, Paul Saint-Pierre Plamondon réussit à s'adresser à la droite, réussit à aller, à combler certains besoins au plan identitaire que certains Québécois ont. Et je pense, quand je dis certains Québécois, c'est un nombre qui est grandissant de personnes. Puis quand on observe ce qui se passe même à l'intérieur du Canada, ayons pas peur des mots, là, c'est parti du Québec. Là. L'espèce de prise de conscience en ce moment, la semaine passée, vers la fin du mois d'août, je regardais la date, on a quand même le Parti libéral du Canada qui est allé dire qu'il faut baisser les seuils d'immigration. On a le Parti libéral du Québec qui a dit ça. Tu sais, là, il y a des gens qui se sont retournés se coucher pour voir si c'était pas dans un rêve. Ça, c'est parti
du Québec, puis c'est parti du Parti québécois, ça. Et c'est parti de certains intellectuels également, nationalistes et conservateurs. La droite, aujourd'hui, c'est en partie ça. C'est en partie la question de la langue, la question de l'immigration. Et le PQ, et Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est son chef, oui, sont au devant de ça. Mm-hmm. Puis comment qu'on... Parce que tantôt, tu parlais de justement, il va falloir aller chercher beaucoup plus de gens, 95, beaucoup plus de francophones. Il va falloir peut-être aller chercher plus un 70% de francophones pour le oui. Minimum, à mon avis. Comment qu'on arrive à concilier ça, tu sais, les électeurs qui sont de sensibilité plus de gauche économique avec les électeurs de sensibilité plus de droite économique? C'est difficile parce qu'en ce moment, comme tu l'as nommé, j'ai l'impression que le PQ s'adresse un peu à la gauche sur le point de vue économique. Ouais. Et un peu à la droite sur le point de vue identitaire, disons. Oui. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Je pense pas que le troisième référendum, je pense même pas qu'un référendum en soi au Québec sur la question nationale s'emporte sur la question économique. Moi, je pense, si ta question est quelle est la stratégie gagnante pour aller chercher minimum 70% de francophones, ça déplaît à certaines personnes, ça donne même, ça fait peur à certaines personnes aussi, mais je pense que c'est en discutant de langue et d'immigration. C'est la question identitaire qui fait vibrer le Québec. En 1839, OK? Je vous ramène loin en arrière. Il y a le rapport Durham. Durham, il écrit dans son rapport, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, les gars, mais c'est vraiment, là, ça donne froid dans le dos. Il y a évidemment les passages qu'on connaît bien, mais il y a d'autres passages sur la question, par exemple, de l'immigration, où il dit « On n'a pas besoin de rien faire. On a juste besoin de faire entrer une population anglaise et ça va se faire toute seule, comme ça. Et ne brusquons pas les choses. Hein? Ne leur faisons pas peur. Faisons ça. » Et les notables ont lu ce livre-là de Durham. Ont lu le rapport, en fait, qui n'était pas encore un livre. Et ils se sont dit, OK, il faut qu'on organise une certaine façon de répondre à ça. Comment on répond à ça? La réponse à ça, ça a été la revanche des berceaux. On le sait. Là, on a fait des enfants. Hein? On a fait des enfants, puis on a été capable d'éviter l'assimilation. 200 ans plus tard, à peu près, évidemment, je ne suis pas en train de militer pour une politique de natalité. Okay? Même si j'étais favorable à ça, ça ne fonctionnerait pas. Okay? Ça serait trop coûteux sur le plan symbolique, puis sur le plan même électoral potentiellement. Mais il y a la réponse aujourd'hui à l'ère moderne de la revanche des berceaux, qui a été la réponse des Québécois lorsqu'ils étaient au pied du mur et menacés d'assimilation. C'est la question identitaire, c'est la question de l'immigration. Quand on se réapproprie cette question-là, de façon symbolique et métaphorique, c'est comme si on répondait de la même façon qu'on l'avait fait à la suite du rapport Durham en faisant la revanche des berceaux. C'est ça qui fait vibrer les Québécois. C'est quand ils constatent, et c'est ce que prévoit la Century Initiative, l'assimilation du Québec devant eux. C'est un danger qui revient et qui disparaît, et qui revient et qui disparaît, et qui compose le fait d'appartenir au Canada. On ne va jamais s'en débarrasser de ça. Okay? On est le peuple de trop dans ce pays-là. On est obstineux, on n'est jamais d'accord, on est tout le temps en train de se pogner avec eux autres, on les emmerde. Okay? Donc, ils veulent qu'on disparaisse. C'est un plan. Ça s'appelle la Century Initiative. C'est un plan. C'est la question identitaire qui va faire vibrer les Québécois. C'est en leur parlant d'immigration de la bonne façon, par contre. Parce qu'évidemment, c'est extrêmement risqué que de centrer la campagne référendaire sur la question de l'immigration. Comment on fait pour ne pas faire peur aux gens qui sont issus de l'immigration et même pour en attirer, espérons-le, 5, 10, 15 % vers le oui? Je rappelle qu'ils ont voté à 95 % pour le non à peu près. Bien, c'est en leur rappelant qu'en ce moment, ça ne fonctionne pas. Ils vivent dans un régime qui est ambigu. Ils arrivent ici, au Canada, puis ils ne comprennent pas exactement ils sont où. On leur dit de prêter un serment, on leur dit qu'ils sont Canadiens. La majorité des Québécois ne se disent pas Canadiens, ils ne sont pas tous souverainistes évidemment, mais la majorité des Québécois ne se disent pas Canadiens. Et là, ils se disent hey, c'est donc bien compliqué. Là. Je viens d'un pays qui est compliqué, mais là, je pensais que ça allait être simple. Là, c'est ambigu, c'est compliqué. Qui suis-je? Je suis. En plus, ils ont une appartenance à un pays d'origine. Ils se disent Canadiens, ils se disent Québécois. C'est pire que la scène d'Elvis Gratton dans l'avion, ça, là. Parce qu'il y a 3 variables. OK? Ben, la solution, c'est l'indépendance. Ça, c'est très, très simple pour eux. Puis quand on nous dit, certains membres des communautés migrantes nous disent qu'ils ont peur, par exemple, des discours xénophobes, qu'ils ont peur, par exemple, quand on parle de laïcité, qu'ils ont peur quand on parle de prépondérance du français. Mais ça, ce sont toutes des questions qu'on se pose parce qu'on est dans le Canada. On n'en parlera plus du français quand on va être un pays. Là. On va en parler, évidemment, parce qu'on va rester en Amérique du Nord, mais on sera un pays. On pourra faire ce qu'on veut.
En fait, on va pouvoir voter les lois qu'on veut. Puis quand on va faire la loi 101, on ne se fera pas charcuter comme ça s'est produit par la suite. Même chose pour la loi 21, même chose pour la loi 96. Donc, cette idée-là, que ça devienne plus simple, alors qu'on pense que ça va devenir plus compliqué, ça appartient encore au récit. Il faut faire le récit, il faut refaire toute la rhétorique, tout le lexique des conditions, des événements, des possibilités qui s'offrent à nous. Parce que pour moi, l'indépendance, c'est un projet qui simplifie les choses, tout simplement. Mais quand tu parles à des indécis, à des fédéralistes, as-tu l'impression que leur préoccupation, c'est sur l'identité, principalement, ou plus sur les craintes économiques? Tu y faisais mention tantôt là, de Jean Chrétien, le fameux discours de petits peuples, de bons à rien, qu'on n'est pas assez fort, qu'on n'est pas assez grand, qu'on va se faire écraser par les autres pays. C'est pas là-dessus les principales préoccupations des gens? Elles existent, mais regardez bien comment a gagné ces élections, François Legault, en 2018 et en 2022. C'est en parlant d'immigration. Et c'est en parlant de langue. Et il est allé chercher des majorités telles qu'on n'en avait jamais vues depuis une éternité. La dernière majorité de François Legault, là, c'est la plus grande majorité qu'on a eue à l'Assemblée nationale depuis Robert Bourassa. OK? Puis je ne parlais pas tant que ça d'économie. Il en parlait parce que c'est le parti de l'économie, ils se disent tout ça. Là. Mais c'était en parlant d'immigration. Et quand il était en train de traverser une mauvaise passe dans la campagne, il parlait d'immigration. Parce que c'est ça qui fait vibrer les Québécois. C'est l'identité. On dit immigration, mais c'est langue, c'est culture, c'est survivance, et ça passe aussi par la question migratoire. Donc oui, évidemment que tu vas rencontrer un tas de gens qui ne se préoccupent pas vraiment de ça, mais on est obligé d'observer les grands ensembles. Et pour observer les grands ensembles, pour essayer de bien les identifier, il faut regarder les comportements des Québécois aux élections. Les dernières élections, c'est ça. Ça a été la question de la langue et de l'immigration. Mais quand même, il faut rappeler qu'en 2018, quand François Legault a obtenu son premier mandat majoritaire, une première pour la CAQ, une première pour un parti autre que le PQ ou le PLQ, il y avait une fatigue énorme du Parti libéral dirigé par Philippe Couillard. Les gens voulaient du changement, ils ne voyaient pas en Jean-François Lisée l'homme du changement. C'est pas plus là-dessus que s'est joué l'élection de 2018? Je sais pas. Moi, je sais qu'une chose, c'est qu'il a parlé de laïcité, chose que n'avait pas fait le Parti libéral et le Parti québécois depuis au-dessus de 20 ans. Il a parlé d'un projet visant à améliorer la loi 101, chose que n'avaient pas fait non plus les autres forces en place. Et il a parlé d'immigration. Il faut observer, c'est quoi les différences entre les programmes, entre les comportements? Évidemment qu'ils avaient un besoin de renouveau, mais à ce moment-là, pourquoi n'ont-ils pas voté pour Québec solidaire, les Québécois? Ou alors pour le Parti québécois, qui n'était pas au pouvoir non plus? Pourquoi c'est tombé sur la CAQ? C'est parce que la CAQ avait un discours qui était sensible à ce que les gens voulaient au Québec. Mais l'enjeu qu'il y a au niveau de ce discours-là, c'est que même au sein du mouvement indépendantiste, il y a des fractures, là. Il y a du cannibalisme un peu, je veux dire, il y a quand même les tendances, puis gauche-droite, pour toi, c'est pas quelque chose qui est important, mais il y a des gens pour qui c'est quelque chose qui est vraiment important, puis ça fait en sorte que, justement, comme tu dis, c'est un sujet qui est vibrant, mais c'est un sujet aussi qui est polarisant, surtout quand on en parle de la mauvaise façon. Puis ça reste quand même, donc, au niveau même du mouvement indépendantiste, en tant que lui-même, sans considérer les fédéralistes, les autonomistes, puis le reste, il y a quand même aussi une certaine fracture à vouloir centrer le référendum, puis ça fait en sorte qu'on se divise. Puis si on se divise entre nous, on n'est pas capable de s'unir face aux autres. Écoute, je ne sais pas jusqu'à quel point la question migratoire fracture davantage les souverainistes que la question économique. Okay? On n'en parle pas beaucoup d'économie, l'économie du Québec souverain. C'est pas la proposition de Québec solidaire, on la connaît. La proposition du PQ, on va la connaître bientôt. Il va y avoir des documents qui vont être publiés, je pense, c'est ça qu'on m'a dit. Là. On va en savoir un peu plus. Mais le jour où on va en parler, je ne sais pas, moi, jusqu'à quel point ce ne sera pas une plus grande ou sinon une égale fracture que celle qu'on observe en ce moment sur la question migratoire. La question de Québec solidaire et du Parti québécois, ça, c'est une question qu'on n'a pas encore abordée, là, qui est très, très, très importante. Elle est fondamentale. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, est-ce que tu crois, ils me demandent, est-ce que tu crois à la convergence entre les gens de QS, les indépendantistes à gauche et à droite? Moi, je dis, moi, je crois à une convergence des indépendantistes. Est-ce qu'ils sont tous indépendantistes à Québec solidaire? C'est une vraie question que je pose. Il y en a beaucoup que j'ai jamais entendu parler d'indépendance. Mais jamais, là. Arun Boisy, là, je n'ai jamais entendu M. Boisy parler d'indépendance du Québec. La députée de Verdun,
Si je me trompe, vous me le dites, là. Je ne l'ai jamais entendu parler d'indépendance. Le député de Saint-Henri qui fait sa campagne électorale en anglais, unilingue anglais avec des brochures, qui ne parle pas d'indépendance non plus. Il est peut-être indépendantiste, mais il n'en parle pas. Donc, moi, je veux bien une convergence des indépendantistes. Mais ce n'est pas la même question que la question de la convergence entre QS et le PQ. Parce qu'au PQ, je peux vous dire une chose, ils sont tous indépendantistes. Tous. À QS, je ne suis pas sûr. On les connaît, les chiffres. Les gens qui votent QS, il y en a à peu près autant qui sont indépendantistes qu'il y en a à la CAQ. Et je pense qu'il y en a même plus à la CAQ dans les derniers sondages. Ça compte, ça aussi. Puis je sais que ça déplaît. Puis je sais qu'il y a des gens plus jeunes que moi même, qui disent « Ça, c'est un petit peu déprimant comme discours, puis tu trouves pas que tu nuis? » Non. Il faut se les poser tout de suite, ces questions-là. Pas 3 jours avant le référendum. Pas 3 jours avant les premières rencontres en lien avec la campagne référendaire. Il faut se les poser là. On a le luxe d'avoir un peu de temps encore pour se les poser. Moi, je ferais l'indépendance dans n'importe quel sens. Il faut la faire. Mais Pierre Falardeau, j'ai commencé par vous parler de lui tantôt, il disait, il y a quelques années, puis c'est pour ça que je me demande si on le mettrait à gauche ou à droite aujourd'hui, il disait, les gens qui mettent des conditions à l'indépendance, c'est pas des indépendantistes, c'est des trous de cul. Ben, je pense un peu la même chose. Si vous êtes indépendantiste, mais que vous refusez d'imaginer un pays qui pourrait être un jour à droite, ben vous n'êtes pas un indépendantiste. Vous n'êtes peut-être pas un trou de cul, mais vous n'êtes pas un indépendantiste. Puis j'en ai entendu, je pense même à votre émission ici, parce que je vous ai écouté, les gars. Christine Labrie qui vote NPD au fédéral. Qu'est-ce que c'est ça? Ruba Gazal, pas sur votre émission, mais dans une entrevue durant la course à la co-porte-parole de Québec solidaire, qui s'est fait demander est-ce que vous seriez capable de vivre dans un Québec souverain à droite? Puis elle a dit ça ne serait pas à droite parce que c'est nous qui ferions la souveraineté. Franchement, là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Si vous voulez faire l'indépendance d'un pays, un jour, ce pays-là va être à gauche, à droite. Regardez ce qui se passe en Argentine. Là. Ça passe de gauche à droite, à gauche, à droite. On appelle ça vivre dans une société qui est saine sur le plan démocratique. Mais est-ce que tous les indépendantistes à QS sont prêts à ça? Ben, je me pose la question. C'est très intéressant tout ce que tu viens de dire. On va prendre le temps d'y revenir point par point. Tu peux m'interrompre en passant. Parfait. C'est fascinant de t'écouter. Fait que je te laisse aller, puis après ça, on y revient. Parlons justement du fait de Falardeau qui disait cette fameuse phrase si vous mettez des conditions à l'indépendance, vous êtes des trous de cul. Vous n'êtes pas des indépendantistes, vous êtes des trous de cul. Ouais. Toi, on te propose un Québec socialiste. Résolument socialiste, là, communiste. Ouais. Est-ce que tu votes pour l'indépendance? Ben, c'est-à-dire que c'est écrit dans la Constitution, là? Absolument. Je vote pour l'indépendance, oui. Je vote pour l'indépendance, mais je fais la révolution. Parce que ça c'est pas vivable. C'est-à-dire que c'est pas vivable. C'est pas ça qu'il voulait dire, en fait, quand il disait qu'il fallait accepter n'importe quel régime. C'est pas ça qu'il disait. Lui, il voulait un Québec souverain où tous les gens étaient capables d'imaginer qu'on puisse être de gauche, de droite, de ci, de ça. Quelqu'un qui me proposerait un Québec souverain communiste, ben, je veux dire, c'est lui qui a des conditions là, à l'indépendance. C'est pas moi qui en a une en disant « Ah, je vote pas pour ça ». C'est lui qui impose un régime inconditionnel. Là. Quelles conditions Québec solidaire met à l'indépendance en ce moment? Ben, comme j'ai dit, quand Ruba Gazal refuse de se prononcer sur sa participation à la réalisation de l'indépendance d'un Québec qui ne serait pas le Québec qu'elle veut et dont elle promeut certains principes dans le programme de QS, ben, pour moi, c'est une preuve que la QS... Ça peut te rassurer, Ruba Gazal a dit à notre micro au dernier Conseil national que peu importe qui fait le référendum, quel est le projet sur la table, elle va voter pour le oui. J'imagine que ça peut te rassurer. Oui, ça peut me rassurer. Puis Ruba Gazal, c'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, mais c'est quelqu'un que je vois. Des fois, il y a des jours où je suis pas capable, puis il y a des jours où je me réconcilie avec elle. Elle est difficile à suivre. Elle est dans une bonne passe ces temps-ci. De mon point de vue, ça lui a fait du bien, la course. Elle a été l'une de celles qui mettait la question nationale le plus en avant. Mais il y en a quand même à Québec solidaire, les gars. Je sais, peut-être que je gratte un bobo, là, mais faites pas semblant que c'est pas quelque chose qui existe à Québec solidaire. Déjà, entendons-nous sur le fait qu'ils sont pas tous souverainistes. Okay? Eux-mêmes le reconnaissent. Qu'il y a pas, quand on leur pose la question, ils le disent, au même titre que dans l'électorat du Parti québécois, ce n'est pas que des souverainistes. Une large majorité serait pour le oui, mais ça les membres de Québec, du Parti québécois sont tous souverainistes. Là. Absolument. Ça, y a pas les membres de QS...
Moi, honnêtement, quand je suis allé à plusieurs reprises dans les congrès poser des questions sur l'indépendance, tous étaient unanimes sur l'indépendance. Après ça, on n'a pas parlé à tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas voulu nous répondre, etc. J'ai pas pu sonder l'ensemble des membres de Québec solidaire et il n'y a pas de sondage sur le membership de Québec solidaire. Fait que là-dessus, je ne peux pas le savoir. Sur les noms que tu as nommés tantôt dans les députés, tu as parlé de la députée du Verdun, Alejandra Zaga-Mendez. C'est une indépendantiste résolue, on en parle beaucoup. Où ça? Dans différents podcasts, dans différentes émissions. Ah oui, OK, d'accord. Je pense qu'elle a contribué au livre « Ce qui nous lie Okay. Elle est dans le livre qui fait dire « Oui, si je ne m'abuse ». Donc, avant même d'être députée, c'était une militante indépendantiste. Le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, Guillaume Clich-Rivard, c'est vrai qu'on l'entend moins sur l'indépendance. C'est une critique qui se vaut. Il y avait des pamphlets unilingue anglais pendant son élection partielle. Puis ça, on peut le critiquer, certes. Je l'ai quand même entendu parler d'indépendance. Aaron Boisy, honnêtement, je ne l'ai jamais entendu parler d'indépendance, donc ça, je te le donne. Peut-être que c'est juste que je ne l'ai pas vu. Mais je pense qu'il faut faire attention, justement, à quand on dit qu'il n'y a pas assez d'indépendantistes à Québec solidaire. Moi, je vois ça comme une force. qui vote NPD, par exemple, au fédéral. Christine Labré n'a pas voulu se prononcer quand il a posé la question. C'est Ruba Gazal qui... c'est Ruba Gazal aussi. Il s'est rétracté depuis, effectivement. C'est rétracté. Enfin, vous savez que c'est compliqué un peu, là, quand même. C'est vrai que c'est pas des indépendantistes comme toi et moi. Moi, je mets pas de conditions à l'indépendance. J'ai quand même dit que je voterais pour un Québec communiste. Là, hein? Ça va me suivre, ça va me faire achaler avec ça. Là. Au même titre que je voterais pour un Québec communiste ou un Québec très, très, très conservateur. Moi, peu importe. Après ça, comme tu l'as dit, on est d'accord, on est sur la même lignée de pensée, toi et moi. On changera le gouvernement, puis on fera la révolution, puis on changera le régime en place. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus pour nous. Est-ce que les indépendantistes à Québec solidaire sont indépendantistes pour les mêmes raisons que toi? Ça, j'en doute fortement, puis j'imagine que tu t'en doutes toi aussi. Mais pour moi, le fait qu'il y a des fédéralistes au sein de l'électorat de Québec solidaire, puis on le sait, c'est un fait connu, pour moi, je le vois comme une force parce qu'ils peuvent aller convaincre leurs gens qui sont déjà sensibles aux questions de gauche, aux questions de justice sociale, puis justement d'avoir ce parti-là de gauche qui va aller s'adresser en campagne référendaire à leur électorat. Moi, je le vois comme une force. C'est une force. Ça ajoute du pain sur la planche, donc ça les maintient en vie, ça les maintient actifs. Il n'y a pas de journée qui sera reposante pour eux. Mais le temps presse et je parlais d'ambiguïté tantôt. On est déjà dans un régime, le régime canadien, c'est le régime ambigu. Si le mouvement souverainiste est ambigu, le temps presse et je ne sais pas si on a le temps de régler ça. Moi, je sais une chose par contre, c'est que peut-être que ça prend un leadership qui ne viendra pas de Québec solidaire, mais qui va venir de Paul Saint-Pierre Plamondon et qui va dire « J'ouvre mes portes, j'ouvre les bras, venez-vous-en, on s'enferme. » On fait je ne sais pas là, comment on appelle ça, là, quand tu es dans un chalet avec ta gang là, pendant 3 jours là, en entreprise. Là. Un lac à l'épaule. Un lac à l'épaule des souverainistes. On n'est peut-être pas obligé de le savoir, ça. La société civile, les médias même, que ça se fait, mais ça va prendre du leadership. Ça va prendre quelqu'un qui dit « Je suis prêt à ça ». Parizeau, la fameuse phrase que le dernier entré laisse la porte ouverte. Ça va prendre ça. Ouais. Je ne sais pas si ça va venir de QS parce que j'en ai vu certains se pincer le nez des fois. Là, Gabriel Nadeau-Dubois sur la question migratoire avant de retourner sa veste il y a quelques semaines, ça en a blessé plusieurs. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait traiter de racistes pendant des années au Québec là, et de xénophobes. C'est pas le fun de se faire traiter de raciste, de xénophobe, surtout quand t'en es pas un. Surtout quand t'es pas raciste. Raciste, ça veut dire quoi? C'est penser qu'il y a une race qui est supérieure à une autre. J'ai jamais pensé ça, moi. Sincèrement, j'ai jamais pensé ça. Par contre, je pense qu'il faut baisser les seuils d'immigration. Moi, je me suis fait traiter de raciste, de xénophobe, et là, il y a des partis qui commencent à dire « Ouais, peut-être qu'il y en a trop. » Moi, je suis prêt à passer l'éponge, sincèrement. OK? Puis c'est pas par hauteur d'esprit, c'est pas en disant ils étaient jeunes et ils ont enfin compris. Non. Je suis prêt à passer l'éponge parce que mon objectif, c'est de faire la souveraineté du Québec. Mais est-ce qu'il y a des gens, je pose la question, je n'ai pas la réponse cette fois, mais est-ce qu'il y a des gens à Québec solidaire qui sont prêts à faire preuve d'aussi peu d'orgueil, à faire preuve d'autant de maturité? Ben, je l'espère, ça va en prendre. Puis on peut souligner justement, tu parlais de leadership indépendantiste, on peut souligner que Paul Saint-Pierre Plamondon a tendu souvent la main à Québec solidaire dans les dernières semaines, en félicitant quand Zanetti parlait d'indépendance à l'Assemblée nationale, en saluant la campagne Nouveau-Québec de Ruba Gazal qui fait la tournée du Québec pour parler d'indépendance. Puis, à l'inverse, tu as mentionné justement Gabriel Nadeau-Dubois qui a tiré vraiment
boulet rouge sur le Parti québécois, puis ça, on peut le condamner parce que il s'est attaqué au Parti québécois sur la question nationale en associant le référendum de Paul Saint-Pierre Plamondon à une espèce de... Je me souviens pas de ses propos, là, je vais pas mal le citer, là. C'était un référendum contre l'immigration, là. Ça nous éloigne de notre objectif, si on peut le dire. Puis, si l'objectif, c'est de gagner. Absolument. Je veux dire, moi, je veux dire, il y a des stratégies qui sont propres, il y a des stratégies qui sont mal propres. Mais celle-là n'est pas une stratégie mal propre, celle dont je vous parle tantôt, parce que j'ai tenu à dire qu'il fallait faire et être vigilant, il fallait faire attention et être vigilant à la façon dont on en parlerait. Et je suis convaincu que de parler d'immigration, OK, d'aller chercher tous les pouvoirs, de réduire les seuils, par exemple, c'est une façon de convaincre même des immigrants. Parce que ces gens-là sont tannés de se faire regarder, puis de se faire voir comme des Québécois qui ne sont pas des Québécois à part entière. Mais c'est parce qu'on n'a pas réglé les trucs. Le jour où ça va être réglé, ben, ça va être beaucoup plus simple. Un peu de légèreté. On devrait connaître ça au Québec. Mais ça fait longtemps. Comme tu disais, avec le fait qu'à la CAQ, il y a quasiment presque plus d'indépendantistes qu'à Québec solidaire, c'est comme si Québec solidaire, son fondement, ses principes étaient, on dirait, incompatibles avec la diffusion du mouvement indépendantiste, puis que ça explique que si le parti est indépendantiste, mais que les membres ne le sont pas, il y a comme un enjeu, là, qui est quelque chose qui ne passe pas là, entre ce que le parti promeut, puis derrière ce que les membres pensent. Si les membres sont derrière, justement, des partis de coalition comme la CAQ, je veux dire, il y a un enjeu, justement, dans le discours. Est-ce que le Québec solidaire peut résolument pas partager, justement, à ses membres le même esprit, justement, de l'indépendance? Qu'est-ce qui bloque, selon toi? Ben, ils sont je me rappelle, Gabriel Nadeau-Dubois avait dit qu'il pensait être capable de gagner l'élection de 2018. Vous rappelez-vous qu'il avait dit ça? Puis plein de gens s'étaient dit, mais voyons donc. Puis lui, là, il était vraiment convaincu qu'il pouvait arriver au moins deuxième. Il y a des gens à Québec solidaire qui ont pensé pendant longtemps qu'il pouvait prendre le pouvoir. OK? Donc, quand tu penses prendre le pouvoir, tu dois faire des compromis. S'instaure dans ta culture même de parti la notion de compromis. Hein? Tous les partis qui peuvent aspirer au pouvoir font des compromis. Mais Québec solidaire a peut-être manqué de jugement à un certain moment en oubliant que c'est une force d'opposition qui est utile, là, en passant. Là. Je veux dire, ça rejoint plein de gens. Ils ont une dizaine de députés. Là. Ça veut dire, c'est normal. Là. Je veux dire, il y a des gens qui croient en Québec solidaire. Mais c'est pas un parti qui peut prendre le pouvoir. Là. Soyons sérieux. Là. OK? Ça ne marchera jamais. Là. Donc, à ce moment-là, quand vous revenez à l'essence même de ce que vous êtes, que vous acceptez que vous êtes une force d'opposition, bien, vous rappelez à nouveau que votre importance, c'est d'afficher vos convictions. Le compromis, c'est moins important. OK? Soyez convaincus. Tenez-vous-en à vos principes, les principes qui vous définissent. Et on nous dit que c'est l'indépendance à Québec solidaire. Donc, à ce moment-là, on devrait être capable de faire un ménage. On devrait s'adresser aux membres et leur dire, regardez bien, là, aux prochaines élections, là, savez-vous quoi? On n'arrivera pas premier. On n'arrivera même pas deuxième. Peut-être qu'on va arriver quatrième. Y a-t-il des gens dans la salle qui ne sont pas indépendantistes? C'est peut-être le temps de partir. Parce que ça nous définit. Et si ça ne nous définit plus, ben, tu ne poses pas cette question-là, tu la poses autrement. Tu dis, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont pour je ne sais pas, les hydrocarbures? Oui, c'est peut-être le temps de partir. Donc, tu resserres les taux autour de ce qui te définit. Okay? Conseil gratuit aux gens de Québec solidaire, d'habitude, je charge cher pour ça. Pas vrai. Parlons aussi d'immigration. C'est un sujet qui t'intéresse beaucoup, auquel tu commandes justement beaucoup dans les médias à Cube Radio. Toi, donc, tu crois qu'il faut réduire les seuils. Pourquoi? Les seuils d'immigration. Bien, parce que y a un problème d'intégration. D'accord? On a longtemps parlé de capacité d'intégration. Le Parti libéral s'est moqué des péquistes et des caquistes, surtout, en disant c'est quoi ça, des capacités d'intégration? Comment on fait pour chiffrer ça? Aux dernières nouvelles, ils ont dit qu'effectivement, on avait dépassé les capacités d'intégration sans être capable de donner un chiffre non plus. Les capacités d'intégration sont dépassées du Québec. On parle, par exemple, en matière de logement. Je veux dire, ça ne marche pas, là. OK? Services sociaux. On regarde dans les écoles. Toutes les écoles, OK? En ce moment, on ouvre des écoles juste parce qu'il y a de plus en plus d'immigrants. Donc, alors qu'on manque de professeurs. OK? Là où il manque des professeurs, c'est là où il y a des gens qui se sont ajoutés sur l'immigration. Je pense que c'est quelque chose comme 20 000, là, juste cette année, là, 16 ou 20 000. 16 ou 20 000 nouveaux élèves. Je ne t'ai même pas encore parlé de langue. OK? À Montréal, on le voit. C'est moins évident ailleurs, OK? Mais à Montréal, on le voit que l'anglicisation est notamment créée
par une immigration qui s'installe dans des quartiers où la langue anglaise, parce qu'on vit dans un régime ambigu, est une langue qui est perçue comme une langue officielle du Québec, une langue qu'on peut utiliser dans l'espace public. On est en Amérique ici. Hein? Je veux dire, c'est un peu normal. Donc, pour toutes ces raisons-là, il faut réduire les seuils. Puis, quand on nous dit « Ouais, mais attends une minute, je veux dire, t'es pas un petit peu drastique », regardez, là, on est la société qui en accueille le plus au monde. Okay? Donc, je veux dire, il n'y a rien de drastique dans l'idée de dire on va être la 5e société qui en accueille le plus au monde plutôt que d'être la société qui en accueille le plus au monde. Là. On en accueille plus qu'en France, on en accueille plus qu'aux États-Unis. OK, eux autres, ils sont pris avec une immigration illégale, là, donc c'était un petit peu difficile aussi de chiffrer. Mais dans les immigrants qui sont admis, là, comptabilisés, répertoriés, on en accueille plus que les États-Unis d'Amérique, qui est un pays qui contrôle ses frontières et qui a aussi la réputation qui est fondée sur la question de l'immigration, ce qui n'est pas le cas du Québec. Là, hein. Le Canada est un pays d'immigration, c'est un grand mythe. Je ne dis pas que c'est faux, là, mais on appelle ça un mythe. Mais le Québec fait une autre figure à côté. C'est pas exactement ça qui s'est passé dans l'histoire du Québec. Moi, j'ai fait un mémoire de maîtrise sur le sujet. Là. J'ai étudié la question de l'immigration. Le Québec ne s'est pas construit grâce à l'immigration. C'est pas la même chose. Le Canada, peut-être. Mais donc, de baisser les seuils de façon quand même drastique nous ramènerait à des niveaux qui seraient quand même assez compétitifs, là, si on imagine une compétition de qui en accueille le plus. Donc, il n'y a rien de drastique là-dedans. Il n'y a rien de radical là-dedans. Au contraire, c'est raisonnable. C'est rationnel. C'est-tu l'idée d'en prendre moins pour en prendre plus soin? C'était François Legault qui disait ça. Ouais. Ce slogan-là. J'ai jamais entendu ça, moi, auparavant. Non, je sais, ça vient de me... C'est le père par adoption de ça. Non, mais écoute, oui. Et d'ailleurs, c'est plus le cas au Canada. Moi, je lis beaucoup les journaux canadiens anglais. Il faut lire les journaux canadiens anglais. Et il y a des immigrants qui arrivent ici et repartent, n'étant pas capables de trouver un logement, n'étant pas capables de trouver un emploi. Et il y a même des immigrants de première génération qui disent il en faut moins. Pas des Canadiens anglais, des WASP, là, okay? Pas des gens là, originaires d'Écosse et des immigrants, de l'immigration du 19e siècle. Là. Des gens qui sont arrivés ici il y a 5, 6, 7 ans et qui disent il en faut moins. Donc, quand ça vient de ces gens-là, ça doit vouloir dire que ça a un peu de sens, cette idée-là d'en accueillir moins pour en prendre évidemment soin. C'est quoi le bilan, selon toi? Est-ce qu'il est positif, le bilan de la CAQ en matière d'immigration? Non. Le bilan de la CAQ n'est pas positif. Par contre, il faut être juste quand même. La CAQ, pour des raisons qui ne m'échappent pas tant que ça, on peut en parler, n'a pas été capable de passer de la parole aux actes. Mais c'est important, la parole. Hein? La CAQ a réintroduit dans l'espace public des notions, des enjeux qui avaient été boudés là, par la classe politique québécoise. La question de la laïcité, la question de la langue. Moi, je suis assez vieux pour vous dire que Pauline Marois ne parlait pas beaucoup de langue. Là. Elle ne parlait pas beaucoup de laïcité non plus. Elle a quand même fait la charte de la laïcité. Elle a fait de la charte de la laïcité, mais elle l'a fait dans la charte des valeurs. La charte des valeurs, effectivement. Elle l'a fait dans un contexte où on dirait qu'elle savait que ça n'allait pas marcher. Là. C'est-à-dire qu'elle a fait ça, elle était minoritaire, c'était un contexte qui était un petit peu défavorable. La CAQ est arrivée avec les grands sabots, et on va parler de ça. Bon. C'est tout ce qu'ils ont fait parce qu'ils ne sont pas passés à l'action. Et ça, c'est regrettable. C'est absolument regrettable. Et il va falloir que les Québécois s'en rappellent parce qu'ils ont tendance à oublier. Et le PQ a commencé à monter dans les sondages très longtemps avant le scrutin. Ça m'inquiète. Okay? Je vois en ce moment qu'ils plafonnent et même qu'ils descendent un peu. On est loin de l'élection. Les Québécois pourraient oublier ça, là, que la CAQ a lancé dans l'air des promesses sans être capable de passer à l'action. Mais il faut le répéter, de part et d'autre, que la CAQ a vraiment passé à côté du sujet complètement, là, puis en se donnant des excuses, en disant non, mais attendez, parce que quand on parlait d'immigration, on parlait des immigrants économiques, là maintenant il y a des réfugiés, on ne savait pas qu'il allait y avoir des réfugiés, on ne savait pas qu'il allait y avoir des immigrants temporaires. La question des étudiants étrangers, c'était pas une question qu'on connaissait. Attendez une minute, là, je veux dire, ça n'a pas été inventé il y a 3 jours, là, toutes ces affaires-là, là. Ça existe depuis des années. Là. Mm-hmm. Puis, ça, c'est quelque chose quand même que je veux que tu abordes. Tu as beaucoup parlé aussi de laïcité. Tu as parlé de laïcité sous Pauline Marois, sous François Legault. Pourquoi c'est si important dans la société québécoise, puis en général, au niveau fondamental, le principe de la laïcité? Bien, le principe de la laïcité, ça fait partie des différences qu'on a entre le Québec et le Canada. La loi 21, par exemple, concrètement, là,
on va se dire la vérité, là, ça n'a pas changé grand-chose, OK? On les connaît, les chiffres, là, OK? Combien d'employés ont été visés, combien de gens n'ont pas pu accéder même après, dans les deux sens, hein, ça n'a pas changé grand-chose dans les deux sens des deux sens de la médaille, comme on peut voir. Mais c'était important de l'affirmer. Des fois, en politique, un geste d'affirmation, ça peut sonner comme inutile pour certaines personnes parce qui sont seulement attentives à ce qui se passe concrètement, aux changements qui s'opèrent dans une société. Mais un geste d'affirmation, c'est très important. Puis, tu sais, sous Justin Trudeau, il y a eu un geste d'affirmation qui ne s'appelait pas tel quel, mais qui en était un quand même très fort de la part du fédéral. On a affirmé des valeurs multiculturalistes. On est arrivé là beaucoup plus que sous Stephen Harper. Là. Stephen Harper, c'était pas un truc qu'on entendait beaucoup là, sous son règne. Mais sous Justin Trudeau, là, comme s'il avait senti, pas comme si, il a senti son père, le souvenir de son père vibrer dans le sol, puis il s'est dit, il faut que j'aille encore plus loin que mon père. Et ça, c'est un choc pour les Québécois, parce que les Québécois ne sont pas comme ça. On ne vit pas de même, nous. Donc, on s'est dit, ça prend un projet de loi et ensuite une loi qui, dans les faits, je le répète, ne change pas grand-chose, mais c'est inscrit désormais dans la loi. Et dans un monde qui pourrait changer avec les politiques d'immigration du fédéral, peut-être que le petit nombre d'employés qui ont été visés par la loi 21, le petit nombre d'enseignantes qui ont décidé de tourner le dos à une carrière en enseignement, peut-être que ça va se transformer en un nombre très, 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 très énorme de gens parce qu'avec la politique d'immigration, il y a de plus en plus de gens qui vont arriver ici et qui vont se buter à ce régime ambigu-là. Donc, la loi 21, c'est l'une des lois les plus importantes qui a été votée au Québec, honnêtement, dans les 20-30 dernières années. Moi, je le pense. Même si, je le répète une troisième fois, que ça n'a pas changé grand-chose. On a eu la vision. On s'est dit, regarde le Canada de demain, on doit prévenir, on doit se préparer pour ça. Tu as fait mention, le Parti québécois est premier dans les sondages depuis quelques mois. Il y a une espèce, ils se maintiennent premier dans les sondages. C'est quoi, selon toi, les défis au cours des prochains mois, au cours des prochaines années, d'ici l'élection qui va avoir lieu en 2026? Donc, quels sont les défis du Parti québécois pour se maintenir premier? Ce qui fonctionne en ce moment dans le monde, okay, c'est l'idée d'une coalition. On a observé ça en France, on a observé ça au Québec avec François Legault. Quand on a un parti... Après, bon, c'est drôle parce qu'il y a aussi des mouvements populistes, puis des personnalités qui se démarquent. On pense par exemple à Donald Trump. On ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui est très, très conciliant et axé sur le compromis. Puis lui aussi, ça fonctionne. Mais dans des sociétés qui ressemblent plus au Québec, c'est ce qu'on observe. Ce que les gens veulent, c'est un parti qui se dit capable de parler à des gens de gauche, parler à des gens de droite. Donc, une coalition. Le défi du Parti québécois, c'est de casser ce que tu nommais toi-même tantôt. L'idée que c'est un parti juste pour les gens de gauche, pour les gens de Québec, par exemple, qui se disent, ouais, nous autres, on écoute Radio X, on écoute Radio Pirate, on écoute le balado Yann et Frank. Nous autres, là, on est plus à droite sur le plan économique. Ça prendrait dans le cabinet éventuel ou même dans le caucus de Paul Saint-Pierre Plamondon, des gens qui sont plus à droite. Ça prendrait des gens qui sont plus à gauche sur la question identitaire, des gens qui sont plus à droite. Ça prend plusieurs personnes, des personnalités fortes, pour donner l'impression, mais pas juste l'impression, la certitude qu'on est capable de jaser puis de discuter. Ça, c'est un des défis. L'autre défi, et là, mon collègue Mario Dumont a écrit une chronique dans les derniers jours, laissant savoir qu'il pense que c'est le défi qui va peut-être tuer le PQ, ou en tout cas qui va ralentir de façon assez importante la cadence en ce moment. Mais le défi, c'est de voir si effectivement les gens vont continuer à triper sur la belle petite face cute de Paul Saint-Pierre Plamondon, le jour où il va parler, mais vraiment d'indépendance. Il en parle déjà beaucoup, là. OK? Mais quand on va se rapprocher de l'élection, puis que ça va devenir l'argument, non seulement des libéraux, mais de la CAQ, ma prédiction, comment va réagir Paul Saint-Pierre Plamondon? Moi, je pense, je connais pas très bien cet homme-là, on s'est rencontrés une fois, je pense qu'il va continuer. Il va faire preuve de conviction parce que c'est comme ça qu'il a réussi à convaincre les gens dans les sondages, en tout cas, qui est déjà pas pire, de le désigner comme le successeur de François Legault. Donc, il n'y a aucune bonne raison de se réveiller un matin et de dire « j'arrête de parler d'indépendance ». Non. Les gens tripent sur le fait que ce gars-là se tient debout. Debout, avec une petite équipe qui est dans la quarantaine, puis qui se présente à la chefferie, puis qui perd, puis qui se présente, puis qui gagne, puis qui se batte, puis qui continue, puis qui arrive
à l'Assemblée nationale, puis qu'on le refuse à l'entrée, puis qu'ils disent « Mais moi, je rentre pas. » Mais je rentre pas, moi. Les gens trippent là-dessus. Les Québécois sont quand même assez fans et amoureux des gens qui se tiennent debout. D'ailleurs, c'est souvent parce que quelqu'un a promis de se tenir debout et ne se tient pas debout qu'il est largué par les Québécois. On pense par exemple à François Legault. Donc, moi, je miserais là-dessus si j'étais dans les shorts de Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est un risque. C'est un risque. Hein? Je veux dire, il y a un grand nombre de chances que les voix du PQ se dirigent direct dans les égouts. Mais j'ai un feeling, et pas juste un feeling, que les Québécois sont prêts pour l'indépendance, puis que ça va prendre quelqu'un qui se tient debout, contre vents et marées. Je partage entièrement ton analyse. Comment tu évaluerais le facteur aussi des jeunes? Parce que là, on a parlé au niveau du spectre politique, mais quand on regarde, puis c'est même pas juste tous les sondages, c'est en général, les jeunes, c'est la tranche d'âge, 18-34 ans, qui appuie le moins l'indépendance du Québec. Ouais. Ah, ça fait mal, ça. Ça fait mal, mais je sais pas, vous avez quel âge, vous? 21. 21, 25, OK. Moi, j'ai une... Bon, ça va plus marcher pour toi, OK? Dans 4 ans, tu seras pas le même homme, OK? Ouais. Et dans 10 ans, tu vas être complètement différent. Il y a plein de choses qui vont être encore les mêmes, mais mon point, c'est que les gens de 18 ans, par exemple, moi, j'aimerais ça là, qu'on sonde les 18-22. Tu sais, 18-34, c'est parce que moi, j'ai 30, là, puis j'ai à peu près rien en commun qu'une personne de 18 ans. Là. Il y a quand même 12 ans qui nous différencient. Mais les 18, 22, 23, là, dans 4-5 ans, ils vont avoir 23, 27, 28, 29. Donc, moi, quand je lis un sondage où je découvre qu'ils sont très peu favorables à la question nationale, bien, bonne nouvelle, c'est que ça ne m'inquiète pas tant que ça. Ils sont en train de changer. Puis, les jeunes, comme n'importe qui, mais particulièrement les jeunes, ils trippent devant ce qui est viral. Hein? Nous, on aime ce qui est viral. Et l'indépendance, ce n'est pas viral en ce moment. C'est pas dans... C'est-à-dire, on en parle un petit peu, on commence à en discuter un peu, mais le jour où ça va devenir la mode, tu sais, le truc, là. T'es-tu souverainiste, t'es-tu fédéraliste, tu vas approcher des filles puis des gars même dans les bars. Les célibataires, c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais ça s'en vient, je fais des blagues, mais c'est vrai, ça s'en vient, ça. Mais c'est pas encore là. C'est là qu'on va vraiment avoir une idée de ce que les jeunes veulent et de ce sur quoi ils se positionnent et comment ils le font. Parce qu'en attendant, c'est un espèce de truc un peu vintage. Hein? On retourne à ça, je regarde là, ici comment vous avez décoré. C'est vintage, c'est très vintage. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Et il y a du travail à faire en chemin, évidemment. Il faut les étudier. Il faut étudier les comportements des jeunes. Qu'est-ce qu'ils veulent? Hein? Est-ce qu'ils veulent un projet de société? Ou ils veulent un projet qui vise à permettre leur émancipation individuelle de façon plus intéressante? C'est une possibilité. Il faut l'étudier, ça. Puis il faut les écouter aussi. Puis on les a toujours écoutés. Puis ils ont toujours été du bord des souverainistes. En 80, là, c'est essentiellement les baby boomers, là, qui lancent ce projet-là. En 95, il y a beaucoup de jeunes qui sont derrière la question nationale aussi. Donc, pourquoi ça changerait cette fois-ci? Moi, je ne crois pas à ça. C'est un projet jeune. On parle de faire un nouveau pays. Il n'y a rien de plus jeune que ça, là. C'est même cool. Absolument. Puis ça va être très intéressant aussi parce que c'est la première campagne référendaire qu'on va connaître, nous, toi également, mais aussi la première campagne référendaire que le Québec va connaître avec les réseaux sociaux. Qui sont omniprésents dans nos vies, ce qui n'était pas le cas en 95. Génération Z aussi, qui va être impliquée là-dessus. Oui, effectivement. On peut voter, Donc, ouais, ça va jouer, ça va être la frénésie, je pense qu'elle va être présente, comme tu le mentionnes. Très bon point, les réseaux sociaux, on n'y pense pas assez, mais je veux dire, ça peut évidemment jouer en faveur d'un camp ou de l'autre, mais ça va prendre des cerveaux, des influenceurs, des gens qui... Moi, je m'identifie comme un conservateur, mais je regarde aucune de ces nouvelles modes-là parce que je veux gagner. Hein? Je suis prêt à me faire un TikTok, moi. Okay? Puis à tourner en rond sur la tête, à faire n'importe quoi, à faire des recettes de foufou sauce graine. Je veux faire n'importe quoi. Il faut gagner. TikTok, peut-être que ça va faire partie de l'équation. Est-ce que tu veux annoncer aux gens à la maison qui nous écoutent qu'on peut maintenant te suivre sur TikTok? Non. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. OK. Parlons rapidement du Parti libéral du Québec. Il y a une course qui s'en vient au Parti libéral du Québec. C'est un parti qui, de plus en plus, essaie de se définir comme nationaliste. Ouais. On l'a vu, ils ont sorti l'espèce d'idée de faire une constitution du Québec à l'intérieur du Canada, à l'intérieur de la constitution canadienne qu'on n'a pas encore signée, mais qui signera probablement jamais. Bref, t'en penses quoi de ça, toi, quand le Parti libéral du Québec se définit comme nationaliste au sens québécois? Ben...
sais, le timing est quand même assez incroyable là, dans toute cette histoire-là parce que tu sais, le Parti libéral, là, c'est le gars qui arrive, ben, pas juste 1 heure en retard au party, là, mais qui arrive puis le party est à peu près fini. Là, tu sais. Non, mais c'est incroyable. Tu sais, il se réveille. Là. Hein, c'est comme une grosse sieste. Là. Puis on se réveille, puis là, on cherche nos repères dans la maison. Puis là, on entend quelque chose dehors, hein, nationaliste, on va dire ça, tu sais, pour donner l'impression qu'on est debout depuis tantôt. C'est pathétique. Mais le Parti libéral du Québec, historiquement, c'est un parti nationaliste. C'est un parti qui pensait au Québec d'abord. Là, ça devient mais vraiment pas évident quand tu as la CAQ qui s'ajoute dans l'équation. Le Parti québécois, on le connaît, il va parler d'indépendance, il va parler d'un référendum sur la souveraineté du Québec. Mais la CAQ, parce que la question du Parti libéral, elle est interreliée à la question de la CAQ. La CAQ, aux prochaines élections, comment elle va se positionner? Si le PQ parle d'indépendance, c'est que ça redevient l'axe. Hein, on parlait de l'axe gauche-droite, on n'en parlera plus. Là. On va parler de fédéralisme ou de souverainisme. Comment la CAQ va se positionner? Mais si la CAQ tient au pouvoir, hein, et à demeurer un acteur possiblement engagé vers l'Assemblée nationale, ben, ils vont parler de fédéralisme. Et là, vous allez avoir le Parti libéral avec un nouveau chef qui vont se dire oh, on a tout fait ce travail-là pour rien. On est dépassé, on est largué. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fédéralistes, qui sont pour la laïcité. Il y a beaucoup de gens qui sont fédéralistes et qui sont pour la défense de la langue française. Mais les gens qui sont fédéralistes, qui sont contre la laïcité, qui sont contre la défense de la langue française, ils sont en bonne partie originaires du quartier où j'ai grandi, à Notre-Dame-de-Grâce, dans l'ouest de la ville, dans le West Island, et issus de l'immigration. Donc ça, on l'avait prédit. Là. C'est vers ça que le PLQ se dirigeait, vers cet électorat-là, qui est soviétiquement là, derrière le PLQ. Là. Je veux dire, c'est des gens qui votent à 90% en montant pour le Parti libéral du Québec. Donc, c'est ce qui les attend. Après, on va quand même essayer on va rappeler qu'il y a un suspense là, autour de qui est le prochain chef. On dirait bien que c'est Pablo Rodriguez là, qui se démarque en ce moment. Quoique Charles Millard, c'est ça? Millard, ouais. Il s'appelle Milliard, le gars, il est en fédération de chambre de commerce. Charles Milliard, apparemment, rejoint beaucoup de jeunes. C'est ce qu'on nous dit. Nous dit. Mais Pablo Rodriguez va arriver là avec une expérience, il connaît la politique, puis il a le style un peu Jean Chrétien aussi. Il pourrait être à surveiller dans une campagne référendaire. C'est un spécialiste des coups de pied. Un peu populiste, un peu démagogue. Oui, tout à fait. Ils connaissent ça. La CAQ aux prochaines élections, parce que dans le fond, si on résume la CAQ depuis sa création, ils se sont toujours dit nationalistes. On n'est ni souverainiste, ni fédéraliste. Ce débat-là, il est dépassé. Les gens, ils veulent plus rien savoir. Puis, ils ont beaucoup attaqué, comme tu le disais, plus l'axe gauche-droite avec l'immigration. Prochaine élection, comme tu le mentionnais, ça risque de jouer son indépendance. Oui. Ils devront se positionner. Toi, tu penses qu'ils vont se positionner plutôt du camp fédéraliste ou du camp indépendantiste? Alors, il y a deux options. Il peut y avoir un éclatement à la CAQ, mais je pense que ça surviendrait après l'élection, plus qu'avant. Rappelons que c'est une coalition. Rappelons qu'il y a des gens qui sont souverainistes à la CAQ. François Legault est souverainiste. Jean-François Roberge est souverainiste, quoique Jean-François Roberge dit qu'il serait dans le camp du non. Si je suis dur envers les députés de QS, je vais l'être envers les députés de la CAQ. Là, okay? Je n'ai pas de ma famille politique et ni de ce bord-là ni de l'autre. Mais on le sait qu'il y a des souverainistes. Simon Jolin Barrette, c'est un souverainiste. Dans la première option, c'est vraiment que la CAQ, comme parti au pouvoir et qui veut le demeurer, des affaires publiques qui se disent écoute, là, il faut qu'on se positionne, on va dire qu'on est fédéraliste, que c'est plus simple. Ils vont aller dans ce sens-là. L'autre option, c'est qu'ils fassent exactement la même chose, mais qu'au lendemain d'une victoire du PQ, il y ait des gens qui se disent non, mais tu sais, mettons Simon Jolin Barrette, là, puis qui gagne, mettons, sa circonscription, mais qui n'est plus ministre, il se dit c'est sûr que moi, je ne reste pas 4 ans député d'opposition à faire semblant que je suis un fédéraliste et que je suis dans le camp du non durant la campagne qui s'en vient parce que le PQ a décidé de rester fidèle à ses engagements et qu'il s'apprête à déclencher dans 1-2 ans un référendum. Il y a des gens qui vont partir. Mais la première option qui regroupe la deuxième me semble la plus plausible, c'est-à-dire la CAQ se positionne comme parti fédéraliste. Et il y en a qui vont être surpris, moi je ne le serai pas pantoute. Le Québec a toujours vibré depuis les années 60 sur la question de la souveraineté du Québec. Tu ne peux pas commencer à réinventer la roue là, à ce moment-là. Là, okay? Parce que dans un débat, ça va être très simple. François Legault va être fusillé et du côté du PQ et du côté du PLQ, qui vont lui dire « Mais t'es souverainiste ou t'es fédéraliste? T'es souverainiste ou t'es fédéraliste? » Il ne pourra pas dire « Je suis un nationaliste. » Ça ne marchera plus, ça. Là. Ça va être une vieille cassette. Ça va être du Fernand Gignac. Mm-hmm.
Puis QS, un peu dans l'équation, là, on parle PLQ, CAQ, PQ qui dominerait. Il y a une course aussi au co-porte-parole. Il y a une candidate pour l'instant, qui est Ruba Gazal. Si personne d'autre se présente puis qu'elle termine à devenir justement co-porte-parole, est-ce que le QS va quand même être un facteur justement dans cette prochaine élection qui va clairement, de ce que j'entends, s'axer sur l'indépendance du Québec? Bien, c'est sûr que ça va être un facteur. Puis bizarrement, tu me poses la question, puis je réfléchis en même temps, puis j'ai l'impression que l'analyse est à peu près la même que celle avec la CAQ. C'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté à Québec solidaire. On en a parlé pendant quasiment une demi-heure tantôt. On n'est pas d'accord, toi et moi aussi non plus, sur disons, l'ampleur de cette ambiguïté-là. Mais il y a certainement des gens à Québec solidaire qui se disent, moi, c'est sûr que, je parle des députés, là, je ne parle pas des membres ou des électeurs, là, il y a des députés, M. Boisy, par exemple. Pas sûr que lui, il embarque là, dans une campagne référendaire qui est axée sur la question identitaire. Donc lui, est-ce qu'il débarque aux élections de 2026, quand à 3-4 jours de l'élection, alors qu'il voit que le PQ se dirige vers un gouvernement minoritaire ou majoritaire, peut-être majoritaire, est-ce qu'il débarque? Ça se fait-tu, ça, débarquer 4 jours avant l'élection? Pas vraiment. Est-ce qu'il débarque au lendemain? Est-ce qu'il débarque avant la campagne électorale, quand les sondages indiquent tous, par exemple, en 2026, mettons été 2026, que le PQ se dirige vers une victoire? Honnêtement, là, on va entrer dans un feuilleton. Là. Il va y avoir des épisodes qu'on n'a jamais vus au Québec, en tout cas que nous, trois, on n'a jamais vus parce qu'on est trop jeunes, parce que ça s'est produit avant. Là. Hein, des gens qui quittent la porte en claquant la porte, des gens qui quittent la porte, qui quittent la pièce en claquant la porte. Ça s'est vu. C'est très calme en ce moment au Québec. Mais là, on entre dans une période, ça ne sera pas de l'accalmie, là. Ça va être tumultueux. Puis s'il y a une campagne référendaire, ce sera la première avec 5 partis d'importance, parce que les 2 dernières fois, il y avait 2 partis, le Parti québécois, le Parti libéral, quoique en 1995, il y avait l'Action démocratique du Québec, qui était somme toute marginale, mais c'est la première fois donc que ça va se jouer avec 5 partis juste sur la scène québécoise. Là, on ne parle même pas du Bloc, on ne parle même pas des autres formations. Mais il pourrait se produire ce qui s'est produit, puis là, on me dira que je compare des pommes avec des roues de char, mais il pourrait se produire ce qui s'est passé en France, par exemple, au lendemain du premier tour, hein? C'est-à-dire des coalitions, des partis. Le Parti québécois va continuer de s'appeler le PQ, mais tu pourrais avoir la moitié du caucus de la CAQ qui s'en va au PQ, puis ça s'appellerait le PQ-AC, et tu aurais la CAQ avec le Parti libéral du Québec. Tu sais, les 5 partis pourraient devenir 3, voire 2 partis dans cette campagne-là. Puis moi, j'ajouterais, tu sais, en 95, là, c'était comme le gros bout, là, on en a beaucoup parlé. C'était un parti, il y avait au Canada un gouvernement libéral. Mais en ce moment, avec justement ce qu'on voit, puis Justin Trudeau, on se dirigerait peut-être vers un gouvernement qui est conservateur. Il y a eu des interférences au niveau du Parti libéral. Au niveau d'un gouvernement du Canada qui est conservateur, comment ça s'organiserait? Comment ça se déploierait? Ça serait l'environnement d'un référendum à travers justement cet axe conservateur qui domine au niveau... Ça serait la même chose. C'est-à-dire que la question du Parti libéral du Canada ou du Parti conservateur du Canada, vous auriez des politiciens qui veulent sauver un pays et qui sont prêts à tout. À tout. Mais vraiment à tout. Même à déployer l'armée au lendemain de la victoire du oui. Puis je suis pas dans les théories du complot, là. Merde. On traverse l'histoire d'une planète. Là. Ça s'est vu quasiment à chaque fois. Donc, il serait prêt à tout. Par contre, tu poses une bonne question, sans le savoir, même si ta question était très bonne. C'est, est-ce qu'on n'a pas un peu raté quelque chose avec Justin Trudeau? Parce que le style de Pierre Poilievre n'est pas le même. Et moi, j'ai bien peur. OK? Ça veut pas dire je suis pas en train de dire qu'on a perdu, là, puis que c'est pas gagné. Mais je pense que c'était plus facile de faire l'indépendance avec Justin Trudeau que ça va l'être avec Pierre Poilievre. Parce que Pierre Poilievre a déjà annoncé qu'il respecterait les champs de compétences. Pierre Poilievre a déjà annoncé, oui, qu'il allait contester, par exemple, la loi 21 au même titre que Justin Trudeau était prêt à le faire. Et est déjà en train de le faire. Mais Pierre Poilievre arrive avec un style conservateur. Les conservateurs sont historiquement, là, au Canada, je parle au fédéral, plus respectueux des champs de compétences. Et ça, malheureusement, pour le projet souverainiste, ça peut faire en sorte que certains indécis se disent « c'est plus Trudeau là, qui fait ce qu'il veut, puis qui investit, qui veut faire des garderies, puis oui, on a notre droit de retrait, mais il ne nous consulte pas. C'est plus la même chose. Ça ne s'annonce pas exactement la même affaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que le style des fédéraux et des membres du camp du non va être le même. Ça va être un style coup de pied dans les chenolles, prêt à tout,
Hein, c'est la bagarre dans la ruelle, là, t'es mort, t'es à terre, puis ils continuent de te varger dessus. Là. Fait que, tu sais, si on veut se battre, il va falloir être aussi fort que ça, puis être prêt à aller aussi loin que ça. Puis on va retrouver la même affaire. Ça va être la même ambiance, ça va être la même rhétorique, la peur. Et la peur, j'avais oublié la peur. Fallait pas l'oublier. Non, non, non. On achève l'entrevue, ça se termine déjà bientôt, mais on passerait à la dernière partie, la fameuse partie ça ou ça. Donc, Okay. je te donnerais le choix entre deux options. Communisme ou socialisme? Là, c'est ça? Presque. Puis, il faudrait donc que tu choisisses rapidement ta préférence entre les deux options. On pourra y revenir après si tu veux t'expliquer. Ben oui. Donc, ça te va? Ben oui, allons-y. Lève tôt ou lève tard? Lève tôt. Jacques Parizeau ou René Lévesque? René Lévesque. NPD ou Parti libéral du Canada? Lève tard. Nordique de Québec ou Canadien de Montréal? Nordique de Québec. Denis Coderre ou Pablo Rodriguez? Denis Coderre. Les Cowboys fringants ou les colocs? Cowboy fringant. CAQ ou QS? CAQ. Québec indépendant avec un gouvernement de gauche ou Québec province avec un gouvernement provincial de droite? Répète ça. Québec indépendant avec un gouvernement de gauche ou Québec province avec un gouvernement provincial Québec de droite? indépendant avec un gouvernement de gauche. Convergence des indépendantistes ou division des indépendantistes? Convergence des indépendantistes. Voilà. Est-ce qu'il y avait des choix sur lesquels tu voulais revenir? Ben, CAQ, QS. Hein? Ça peut sembler contradictoire avec ce que j'ai dit tantôt, mais c'est que je pense qu'il y a un travail qui peut être entamé à la CAQ. Et je pense que c'est les circonstances qui vont se charger de ça. Je l'ai dit, il y a beaucoup de souverainistes à la CAQ, puis c'est pas un secret, là. OK? Ils n'en parlent plus, hein? Mais ils existent. Et ces gens-là, bon, c'est très personnel, mais sont sans doute plus près de ma façon d'imaginer l'accession à la souveraineté et un premier gouvernement souverainiste à Québec. Mais c'est évident que si ce parti-là, par exemple, choisit de devenir ouvertement fédéraliste là, aux prochaines élections, ben, je vais réviser ma réponse. Là. C'est certain qu'il faut s'adresser effectivement aux indépendantistes qui sont à la CAQ. On n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas assez, puis il y en a beaucoup, puis il faut en parler. La différence, par contre, puis on va terminer là-dessus, mais la différence avec les indépendantistes de QS, c'est que les indépendantistes de QS, eux, en parlent. Oui. Alors que les indépendantistes à la CAQ n'en parlent pas. Ils restent muets. Ça sont fait des un années peu, qu'ils sont au pouvoir. Simon Jolin Barrette, j'ai jamais entendu parler Simon Jolin Barrette tenir un discours qui est proche d'être indépendantiste. Ils ont toujours défendu une position fédéraliste. C'est vrai, puis je veux dire, j'ai même pas envie de jouer l'avocat du diable puis de te dire que ben, ils sont au pouvoir, c'est un peu normal. Non. Si tu es un indépendantiste, comme Falardeau l'imaginait, comme mon maître spirituel l'imaginait, tu penses pas à la limousine, tu penses pas à devenir ministre de ci, ministre de ça. Il y en a à qui la limousine a fait beaucoup de mal sur les convictions, puis ils n'ont aucune excuse. L'histoire et la vie vont les juger, ces gens-là. Ouais. Il faut s'assumer en toutes circonstances. Si on veut t'écouter, je pense que les gens à la maison, pour la plupart, ont apprécié cet épisode, j'en suis convaincu. Je lis dans l'avenir. Si on veut t'écouter, c'est où qu'on peut t'écouter, justement? Moi aussi, je lis dans l'avenir en passant. Puis on va faire un pays. On peut m'écouter tous les jours à 14h40 au 99.5. Puis là, vous m'avez appris que l'épisode allait être publié après l'annonce d'un livre qui s'en vient le 2 octobre. Donc, c'est un livre que j'ai écrit avec Gilles Proulx qui s'appelle « Ne jamais se taire ». Puis c'est un dialogue entre un jeune de 29 ans, j'avais 29 ans à l'époque, et un homme un peu moins jeune, mais tout autant jeune dans sa tête, de 83 ans. Donc, il y a 50 ans qui nous séparent. Puis on parle d'histoire, on parle du destin du Québec, de ce qui se passe en ce moment. Puis on se prononce les deux sur la question de la souveraineté du Québec. Gilles Proulx est un petit peu plus pessimiste que moi, mais c'est un très bel échange. Puis ça sort le 2 octobre. Fantastique. J'imagine qu'on peut retrouver toutes les informations sur ta page sur mes Facebook. réseaux sociaux, oui. Effectivement. Pas TikTok, par contre, parce que là, mais ça s'en vient en cas de référendum, on l'a bien compris. Donc, on te remercie encore une fois d'être venu à notre épisode. Également, j'en profite encore une fois pour remercier Yves Perron, député du Bloc québécois dans la circonscription de Berthier-Masquinongé, et la boutique 50% plus 1. Donc, si vous voulez des objets, des vêtements, des livres pour parler d'indépendance, c'est la place à aller. Et sur ce, je vous dis de vous abonner et on se dit à la prochaine fois.